D'abord, on fait ce qu'on peut, parce que c'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui développe un trouble des conduites alimentaires. C'est compliqué parce qu'on comprend pas, c'est compliqué parce qu'on se sent impuissant, et que quand on se sent impuissant, on se sent souvent aussi en colère. Mais la première chose à prendre en considération, c'est que ça, c'est normal, ça fait partie du parcours. Et les familles font partie de la solution beaucoup plus qu'elles ne font partie du problème. Il va y avoir des choses à travailler dans le milieu familial. Par contre, il faut que tout le monde se mette au travail pour pouvoir aider la personne. Bonjour et bienvenue dans Le Passage, le podcast qui parle d'adolescence autrement. Moi, c'est Laure. Je suis médecin, maman et la créatrice de l'univers Le Cœur Net sur les réseaux sociaux et aussi en newsletter. Il y a quelques semaines, on a diffusé un premier épisode dédié aux troubles des conduites alimentaires avec le docteur Camille Ringot. Elle nous avait aidé à mieux comprendre ce que sont les TCA, d'où ils viennent, quels sont les facteurs de vulnérabilité et pourquoi ce n'est jamais juste une question de volonté, évidemment. Je vous invite vraiment à l'écouter en préambule de ce podcast d'aujourd'hui, car on va aller un peu plus loin, un peu plus fort. Parce qu'une fois qu'on a mis les mots, une fois qu'on a reconnu la souffrance, fait des diagnostics, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on soigne ? À qui on s'adresse ? Quels traitements sont possibles ? Et surtout, comment aider son ado sans s'effacer, sans forcer, mais sans renoncer non plus ? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui le docteur Hugo Agustin Saoudi, psychiatre spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires chez l'adolescent. Il travaille notamment avec le réseau TCA francilien et la Fédération française anorexie-boulimie. Il déconstruit aussi la diététique sur les réseaux sociaux avec le compte Dr Mentali. Avec lui, on va parler de la prise en charge, du parcours de soins, de ce qui aide vraiment et aussi de tout ce qu'on peut faire à la maison, même quand on se sent clairement impuissant. Un épisode pour mieux comprendre, mieux accompagner et surtout pour garder espoir. Parce que oui, on peut aller mieux. Et oui, un ado peut s'en sortir. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Hugo, merci d'être là. Merci. On va parler ensemble des traitements dans le cadre des TCA, troubles des conduites alimentaires. T'écoutais quoi toi quand t'étais ado ? Quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de la musique anglaise ou américaine, et plus particulièrement les Red Hot Chili Peppers ou Muse. Ah, trop bien, j'adore. Je vais les voir bientôt, à ce qui paraît. En tout cas, cet ado, t'étais là, Hugo, le Hugo d'une quinzaine d'années, il allait plutôt bien. Le Hugo d'une quinzaine d'années, alors il avait déjà la chance d'avoir grandi et d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche et dans une famille dans laquelle il n'y avait pas de problème. Donc, si toute plainte aurait été une plainte d'aise, mais j'étais un ado qui globalement sortait un peu des clous quand même. J'étais pas tout à fait comme les autres, à m'habiller un peu comme tout le monde. Ça m'intéressait pas particulièrement. J'avais mes propres centres d'intérêt, je chantais beaucoup et c'était ma foi une adolescence qui était assez simple, j'étais plutôt bon élève. Globalement, ça allait quand même plutôt bien. Après, évidemment, j'ai vécu des trucs un peu originaux. J'ai été au lycée à Monaco, ce qui n'était pas tout à fait attendu dans mon parcours. Et je me suis retrouvé confronté aussi à un monde qui n'était pas tout à fait le mien à ce moment-là. Mais j'ai rencontré des gens absolument fantastiques et j'ai eu beaucoup de chance. Et ce lycée à Monaco, ça a fait finalement l'adulte que tu es aujourd'hui. Tu penses que ça a contribué à ta vision de la vie aujourd'hui ? Bien sûr, en partie. À la fois le collège où j'étais à Rouen, et passage d'un collège à Rouen à un lycée à Monaco, ça a été un choc un peu particulier. Donc j'ai aussi appris à prendre pas mal de distance sur les choses que je pensais, que je croyais en amont. Et en fait, tout ça, et puis évidemment mon histoire familiale. J'ai grandi dans une assez grande famille, et dans une famille qui était aimante. Bien sûr, tous ces éléments-là pris dans leur ensemble, ça a fait en partie l'adulte que je suis aujourd'hui. C'est vrai que l'amour, ça aide beaucoup quand même. C'est plutôt pas mal. On peut le dire, nous on voit beaucoup de choses quand même dans notre milieu. La santé, ça aide. Alors aujourd'hui, on va parler de ces fameux traitements, cette prise en charge au sens large, parce qu'il y a la prise en charge psy aussi. Mais il faut quand même remettre quelques chiffres pour parler de guérison concernant les troubles des conduites alimentaires. Alors, selon l'INSERM, plus de 65% des patients atteints d'anorexie mentale sont guéris après 5 ans d'évolution. Au-delà de ça, on va parler plutôt d'anorexie chronique. Est-ce que tu aurais un petit truc à dire là-dessus ? Justement, je sais que les traitements, la prise en charge, elle se fait pas forcément dans l'immédiat. Alors, la prise en charge, elle se fait pas forcément dans l'immédiat, effectivement, parce que quand on regarde la littérature, on considère que la durée sans traitement avant d'avoir accès à un traitement pour les troubles des conduites alimentaires, elle est environ de 3 ans et demi. À partir du moment où on a un traitement, guérir en 1 an et demi, c'est très ambitieux. Et donc, avoir dans l'idée qu'avant 5 ans, il y a 2 personnes sur 3 qui guérissent d'une anorexie mentale, on parle que de l'anorexie mentale là et pas des autres troubles des conduites alimentaires, c'est probablement des chiffres qui sont un peu ambitieux, voire des chiffres dans lesquels on prend en considération que la personne est déjà en soins.
En revanche, il y a un autre chiffre qu'on peut citer, c'est qu'il y a environ une personne sur deux qui n'est pas diagnostiquée et qui donc n'est pas prise en charge. Certains disent aussi qu'il y a environ une personne sur deux qui va guérir de son trouble. Est-ce qu'on peut faire le saut conceptuel de se dire que la personne prise en charge va guérir ? Je n'irai pas nécessairement jusque-là, parce qu'on a des contre-exemples de ça, mais par contre, on peut tout à fait imaginer que le fait d'être prise en charge de manière adaptée va très largement améliorer le pronostic. Et comment t'expliques ces 3 ans de délai ? Ça s'explique sur des éléments autour de la stigmatisation de ces troubles. C'est des troubles qui sont peu connus, c'est des troubles qui sont mal vus, qui sont le sujet de beaucoup d'idées reçues et contre lesquelles on se bat évidemment au quotidien, à la fois dans notre travail sur le terrain, mais aussi dans notre travail sur les réseaux sociaux. Il y a effectivement un manque de soignants formés qui est palpable sur le territoire, mais pas que. En particulier pour les professionnels de premier recours, malheureusement, qui sont aussi sujets à ces biais d'absence de connaissances, d'idées reçues, qui vont venir péjorer l'accès justement au fait de poser un bon diagnostic et donc d'accéder à des soins qui soient adaptés. Et quand je dis soins de premier recours, je prends dans la globalité à partir du moment où quelqu'un va rentrer dans les soins, parce qu'on parle autant du médecin généraliste, le médecin traitant qui ne va pas forcément être tout à fait au clair avec ce type de trouble-là, que de l'urgentiste qui va voir quelqu'un arriver alors qu'il travaille dans un grand CHU, qui va voir quelqu'un arriver avec une dénutrition extrêmement sévère et qui ne va pas forcément faire le lien avec éventuellement une anorexie mentale. De la même manière, un gastro-entérologue qui ne serait pas tout à fait au clair avec ce type de trouble et qui voit quelqu'un pour une constipation chronique, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui prend des laxatifs sur quelque chose de l'ordre de conduite de compensation pour une boulimie. Enfin, il y a énormément de portes d'entrée en réalité et malheureusement, l'ensemble de la communauté médicale, paramédicale et psychologues et autres sont trop peu formés et du coup ne peuvent pas amener les gens à être soignés assez vite. Donc justement, pour débuter ce parcours de soins, par où on commence ? À quel moment il faut consulter ? Alors, on commence quand on peut, en gros. Parce que, encore une fois, c'est pas facile d'avoir accès à ce type de soins. Et donc, à partir du moment où on commence à se poser des questions concernant son corps, concernant son alimentation, à partir du moment où il y a des premiers signes qui viennent alerter l'entourage autour d'une forme de rigidité qui est importante et qui justement se rigidifie au fur et à mesure, on peut commencer à avoir des éléments d'inquiétude et donc on peut commencer à en parler à des proches, à une ligne d'écoute, à son médecin traitant, à des professionnels qui éventuellement peuvent nous amener vers ce type de soins. Et qu'est-ce qu'on fait si l'ado refuse des soins, refuse d'aller voir au moins le médecin traitant pour parler des difficultés de passer des repas à table, par exemple, de manger comme le reste de la famille L'avantage, entre guillemets, et ça ne va pas plaire aux ados qui nous écoutent s'il y en a, mais l'avantage qu'on a quand les patients sont des ados, c'est que ce n'est pas eux qui décident s'ils doivent avoir accès à des soins ou pas. Ouais. On a, mine de rien, la chance, quand un ado est a un problème de santé, de pouvoir, de par l'autorité parentale, de pouvoir prendre la décision de mettre en place des soins. Après, ça ne veut pas forcément dire que l'ado va être d'accord avec les soins qui sont proposés. Mais par contre, un parent qui serait inquiet pour son ado à la maison parce qu'il se rend compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas bien, qu'il y a des trucs qui sont inhabituels dans son comportement, que ce soit sur le plan de l'isolement, que ce soit sur le plan d'une pratique d'activité physique beaucoup plus intense, quel que soit l'élément d'inquiétude, on en reparlera plus tard, mais à partir du moment où il y a ces éléments d'inquiétude, le parent peut aller voir le médecin traitant, expliquer ce qui se passe et éventuellement mettre en place des soins, y compris si l'ado n'est pas d'accord. Après, c'est le travail du professionnel de réussir à amener l'ado à se rendre compte que ça peut lui être utile. Ouais, qu'il y ait une adhésion. Parce que sans adhésion, c'est quand même très compliqué. Des fois, on commence sans adhésion. Mais au fur et à mesure, à force de biais d'exposition, mine de rien, on essaie dans la mesure du possible d'être quand même pas trop con, assez sympa, et de pouvoir favoriser justement une bonne alliance avec nos patients. Et quel type de professionnel consulter en premier lieu ? En premier lieu, celui qu'on peut. C'est-à-dire, si dans le patelin, il n'y a qu'un médecin généraliste, il faut aller voir le médecin généraliste. Si on a accès de manière un peu plus facile à une infirmière scolaire, par exemple, il faut qu'on puisse solliciter l'infirmière scolaire pour qu'elle puisse, elle, orienter vers les soins qui sont les plus adaptés. Si on a accès à une psychologue, il faut qu'on puisse en parler à la psychologue pour qu'elle-même, elle puisse faire marcher son réseau pour trouver les soins qui sont les plus adaptés. Mais globalement, il faut aller vers les professionnels qu'on a sous la main. Et quand on a un peu tout le monde, dans l'idéal, il faut aller vers des professionnels d'emblée formés pour qu'ils puissent dire oui, il y a un problème ou non, il n'y a pas de problème. Et justement, comment on fait ce diagnostic ? Alors,
Le diagnostic, il se pose de manière un peu différente forcément en fonction du type de trouble. Globalement, si on veut garder une idée un peu générale, le diagnostic, il va se poser sur une évaluation globale de l'état psychique de la personne, de ses apports nutritionnels, de son rapport à l'activité physique, de son rapport à son corps. Et évidemment, chacun des troubles va avoir des aspects différents, va avoir des abords différents, va s'exprimer de manière différente, mais on va chercher justement les éléments qui sont problématiques dans le rapport à l'alimentation, dans le rapport au corps, et donc de facto dans le rapport à l'activité physique, par exemple. Et ça, on peut l'aborder sur une seule consultation ou en général, ça met du temps? Non, on peut l'aborder sur une seule consultation. Après, on ne connaît pas la personne complètement en une consultation, évidemment. On n'a pas la prétention, on n'est pas devin, on n'a pas la prétention de savoir exactement ce qui se passe pour la personne. Chaque individu est par essence un individu et donc unique. Mais par contre, on peut avoir une idée générale du fonctionnement de la personne à partir du moment, par contre, là, pour le coup, où la personne est disponible pour répondre aux questions qu'on lui pose. On peut avoir une idée générale de ce qui se passe pour elle. Et si c'est trop compliqué pour la personne, pour l'ado, de pouvoir justement s'exprimer, on va faire appel à l'entourage pour que eux nous expriment les éléments d'inquiétude qu'ils vont avoir. À quel moment on va faire un bilan? T'estimes qu'il faut faire un bilan, par exemple, pour les carences, ce genre de choses? Est-ce que t'estimes que c'est plutôt à voir au second plan ou alors, au contraire, ça peut être un moyen aussi de s'intéresser à sa santé physique quand le psychique va pas trop bien? Alors, c'est une question qui est compliquée parce que les carences, en particulier chez l'ado, il a quand même cette particularité d'avoir un corps qui est assez plastique. C'est-à-dire qu'il va tolérer pendant très longtemps, y compris des situations qui seraient éventuellement très inquiétantes ou beaucoup plus inquiétantes chez un adulte. Si je prends un exemple très clair, l'hypokaliémie par exemple, la diminution du taux de potassium dans le sang, qui peut apparaître quand on a des conduites de vomissement, parce que quand on vomit du potassium. Quand on prend des laxatifs également, on perd du potassium. Et l'hypokaliémie, qui peut apparaître relativement rapidement chez l'adulte, elle va apparaître beaucoup plus tard chez l'ado. Et donc, la question du bilan, bien sûr que ça peut être un élément qui va nous apporter des facteurs d'inquiétude supplémentaires. Mais ce n'est pas ce qui va faire le diagnostic. Et ce n'est pas parce qu'il est normal qu'il n'y a pas de souci. Tout à fait. Il peut être tout à fait normal, alors qu'à côté de ça, il y a justement des conduites qui sont extrêmement perturbées. Donc finalement, moi, je vois pas mal de parents qui demandent des bilans en premier lieu, et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un regard critique. Peut-être, s'il y a des soignants qui nous écoutent, déjà passer le message en disant on le fait peut-être pour faire le bilan, justement, mais peut-être avec un peu de recul, quoi. En fait, on peut le faire pour aller chercher des signes de gravité. Ouais. Mais c'est pas le bilan, ou c'est pas un bilan normal qui doit nous rassurer sur l'absence d'un trouble des conduites alimentaires chez la personne. Ok. Et donc, quels sont ces traitements? Les traitements, on va distinguer plusieurs types de traitements. Il y a les traitements psychiques, il y a les traitements nutritionnels, il y a les traitements médicamenteux, éventuellement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que globalement, la prise en charge, elle doit être pluridisciplinaire. Et on va avoir un abord thérapeutique autour de la manière dont la personne fonctionne. Donc, les troubles des conduites alimentaires, c'est des maladies psychiatriques, donc on a besoin d'un abord psychiatrique, psychologique. Et les thérapies qui vont être les plus utilisées, alors en particulier chez l'adolescent qui souffre d'anorexie mentale, ce qui a le plus haut niveau de preuve, c'est la thérapie familiale. Il faut vraiment concevoir l'anorexie mentale comme un élément qui se rajoute à un système déjà existant, un système familial déjà existant. Dans une famille donnée, tout le monde la famille fonctionne à l'équilibre. Chacun a son rôle, plus ou moins, et quand il y a un changement notable, évidemment, les choses bougent, les choses changent. Quand il y a un enfant qui s'en va de la maison, quand il y a un nouvel enfant qui arrive dans le foyer, les choses changent. Et quand on a une anorexie mentale qui arrive dans le fonctionnement de la famille, de la même manière, tout va être chamboulé, et donc le système dans son ensemble va être mis à mal. Et donc c'est important de prendre en considération le système dans lequel évolue la personne. Est-ce que tu peux nous dire comment se passent des consultations de thérapie familiale? Alors moi, je n'en fais pas de thérapie familiale. D'accord. Par contre, j'ai fait un peu de formation et je fais des entretiens familiaux. Dans le cadre d'une thérapie familiale, dans le cadre d'entretiens familiaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher déjà le fonctionnement initial, le fonctionnement de base du système, quels sont les éléments de pression sur lesquels on peut appuyer pour venir mettre en difficulté l'anorexie, quels sont les éléments sur lesquels il faut travailler dans le cadre du fonctionnement familial. Par exemple, si on se retrouve dans une famille dans laquelle on a quelqu'un qui fait un métier qui est très lié à son image et qui du coup se met tout le temps au régime, parce qu'il ou elle a besoin d'avoir un corps qui soit identifié comme plutôt mince, plutôt musclé. Et ben à ce moment-là, on va avoir une importance amenée à l'apparence dans le système familial
qui va rejaillir sur les enfants. Et donc, c'est important de pouvoir identifier ça pour le travailler et remettre l'église au milieu du village sur quelle est l'importance qu'on doit apporter à l'apparence pour être épanoui par rapport à la valeur qu'on produit en tant qu'individu. Donc finalement, tout le monde doit travailler pour aider le jeune. Tout à fait. On peut dire ça. Et donc tu as parlé des thérapies familiales, il y a d'autres thérapies, j'imagine, qui fonctionnent aussi, il n'y a pas que celle-ci. Alors, celle-là, c'est celle qui a le plus haut niveau de preuve dans l'anorexie mentale de l'ado. Après, c'est pas forcément le cas pour les autres types de troubles des conduites alimentaires. La thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, a de bons résultats plutôt pour les troubles dits impulsifs, la boulimie, l'hyperphagie boulimique. On peut également proposer des thérapies de soutien, mais globalement, ce qui va être important à comprendre, c'est que de la même manière que pour le professionnel dont je parlais tout à l'heure, qui va être le premier professionnel disponible, il faut qu'il puisse y avoir une adéquation entre le fonctionnement de la personne et le type de thérapie qu'elle va recevoir. Si dans l'entourage, il n'y a pas du tout de thérapeute familiaux, mais qui a un très bon thérapeute qui a plutôt une orientation psychodynamique et qu'il arrive à avoir une belle alliance avec le patient, ça reste très intéressant en fait d'avoir accès à ce type de thérapie-là. Et à côté du coup de la thérapie, de la psychothérapie, on peut avoir recours donc à une forme de soins nutritionnels. C'est important d'avoir dans l'équipe un diététicien, un nutritionniste ou une diététicienne, une nutritionniste qui va surveiller les apports, les dépenses, va adapter les apports et les dépenses et va travailler sur tout ce qui est croyance alimentaire, va travailler sur la rigidité autour de l'alimentation, travaille sur tout ce qui est réintroduire des aliments qui font peur, recalibrer, rééquilibrer en fait l'alimentation pour avoir une alimentation qui soit plus normale. Et à côté de ça, on peut aussi avoir recours, dans certains cas assez spécifiques, à certains types de traitements médicamenteux. Par exemple, dans le cadre de la boulimie, il se trouve qu'on a un traitement qui fonctionne assez bien sur les envies de faire des crises, ce qu'on appelle le craving. Ce traitement, c'est un antidépresseur, c'est la fluoxétine, à 2 à 3 comprimés par jour. Ça a tendance à diminuer les envies de faire des crises. Et c'est un traitement qu'on prend sur le long cours ou justement on dit c'est 5 ans ou c'est plus? En fait, ça va dépendre des gens. Globalement, la manière dont je l'explique aux gens, aux patients, c'est qu'il faut voir un peu le traitement en psychiatrie comme on réfléchirait si jamais on se cassait une jambe. C'est-à-dire que quand on se casse une jambe, personne ne se pose la question de savoir ce qui va se passer. A priori, vous avez l'os qui sort de la jambe sur le bord de la route, vous allez monter dans l'ambulance, vous allez voir un médecin qui va vous dire bon, là, il faut opérer, donc vous allez passer au bloc. Puis ensuite, vous allez avoir un plâtre, vous allez avoir une béquille, parce que poser le pied, ça fait mal. Puis vous avez mal, en fait, donc vous allez avoir des antalgiques. Et en plus de tout ça, pour réussir à retrouver une marche normale, vous allez faire de la rééducation. Cette rééducation, elle vous permet d'éviter d'adopter ce qu'on appelle des attitudes vicieuses, qui, elles, favoriseraient le fait de se recasser quelque chose. Et bien en psychiatrie, c'est pareil. Sauf que l'équivalent de l'opération, ça va être l'hospitalisation. Quand c'est grave, quand il y a besoin d'avoir quelque chose d'invasif, il faut pouvoir avoir accès à cet élément invasif. Et cet élément invasif, dans le cadre psychiatrique, ça va être l'hospitalisation. La douleur, c'est l'équivalent de l'angoisse. Il faut vraiment percevoir l'angoisse comme une forme de douleur morale. Et donc, pour traiter la douleur, on donne des antalgiques. Pour traiter la douleur morale et l'angoisse, on donne des anxiolytiques. La béquille, c'est l'équivalent du traitement antidépresseur. C'est pas quelque chose qui va soigner les gens, mais c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un peu moins d'intensité de la douleur, comme quand on évite de poser le pied trop fort avec la béquille, pour pouvoir avoir plus accès à la rééducation. Et la rééducation, c'est la psychothérapie. Ouais, il faut se dire que c'est vraiment toujours une prise en charge pluridisciplinaire aussi. Toujours. Toujours. Ça doit être une prise en charge pluridisciplinaire. Et c'est déjà le cas aussi à l'hôpital, évidemment. Oui. Et à la maison, alors qu'est-ce qu'on fait en tant que parent ? D'abord, on fait ce qu'on peut. Ouais. Parce que c'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui développe un trouble des conduites alimentaires. Parce que c'est compliqué parce qu'on ne comprend pas, c'est compliqué parce qu'on se sent impuissant, et que quand on se sent impuissant, on se sent souvent aussi en colère, et c'est normal. Et ça génère des disputes. Tout à fait. Des crises, des cris à la maison. Mais la première chose à prendre en considération, c'est que ça, c'est normal, ça fait partie du parcours. Et on a beaucoup parlé des familles cette année dans le cadre de la semaine de sensibilisation, et donc je le rappelle aujourd'hui, les familles font partie de la solution beaucoup plus qu'elles ne font partie du problème. Il va y avoir des choses à travailler dans le milieu familial. C'est quasi systématique. Par contre, il faut que tout le monde se mette au travail pour pouvoir aider la personne. Et donc, on va demander, par exemple, aux parents de reprendre une forme de contrôle sur l'alimentation de leur jeune. Parce que si on laisse le jeune décider de comment est-ce qu'il va manger, il va prendre des décisions qui seront teintées de la maladie. Et donc, si on a très très peur, quand on souffre d'une anorexie mentale, de manger de la pizza, le fait de ne pas lui proposer de pizza
alors que l'ensemble de la famille mange de la pizza, ça va venir valider quelque part le narratif que manger de la pizza, c'est dangereux. Ça entretient le problème. Tout clairement. à fait. Alors que, spoiler, a priori, c'est pas la pizza qui mange la personne. Alors justement, cet exemple, il est très concret, moi je l'aime bien. L'enfant veut pas de pizza, tout le monde mange de la pizza à table. On va dire que c'est un repas quand même avec une salade verte pour équilibrer aussi, parce que le but, c'est pas de partir à l'extrême opposé quand on a une famille avec un enfant avec des troubles alimentaires. C'est quoi le compromis ? Le compromis, c'est de se dire, on tente. On te sert une portion normale. On te sert une portion normale qui est adaptée à ton besoin, qui est adaptée et qui a été travaillée avec l'équipe justement pluridisciplinaire. On réintroduit. Et on sait que c'est difficile. Donc, plutôt que de se dire « Ah ben non, je vais donner autre chose parce que comme ça, je sais que la personne mange », parce que c'est beaucoup comme ça que réfléchissent les familles, on va proposer, dans un cadre de soins évidemment, tout ce que je dis là, c'est dans un cadre de soins. Commencez pas à faire des trucs comme ça si vous n'êtes pas encore dans un cadre de soins, pas tout seul, parce qu'il faut pouvoir être accompagné, il faut que ça puisse être repris justement par l'ensemble de l'équipe. Mais on tente, on te donne ce truc qui est compliqué et on mange tous ensemble. Et en fait, on normalise quelque part ce repas. Parce que la personne qui souffre va pouvoir se rendre compte que les gens autour de la table en mangent et que c'est OK. La personne qui en souffre va pouvoir se concentrer sur autre chose que ce qu'elle a dans son assiette et du coup pouvoir avoir accès au fait de remanger un peu plus normalement. Et puis, on la soutient dans les difficultés. Parce qu'il faut vraiment prendre en considération ce truc que, à ce moment-là, c'est difficile pour la personne qui souffre. On parle de la personne qui souffre. Oui, c'est qu'elle veut le dire. Mais c'est vrai que c'est difficile peut-être à imaginer, par exemple pour quelqu'un qui n'a jamais eu de trouble, qu'une simple part, entre guillemets, de pizza puisse créer vraiment des bouffées d'angoisse. Je sais que moi j'ai des patients, c'est physique, quoi. C'est terrible. Et c'est vrai que de se mettre à la place de l'autre et de se dire, bon, c'est difficile, donc je prends en considération. Et c'est vrai qu'en même temps, on pourrait être tenté en tant que parent de trouver peut-être un juste milieu, une demi-part, ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on valide alors à ce moment-là ? Ça peut être compliqué, des fois. En fait, l'idée, c'est que on s'attend pas à ce qu'à partir du moment où on réintroduit quelque chose, ça soit mangé tout de suite. Du jour au lendemain, ouais. Voilà. C'est tellement compliqué que déjà le fait de commencer par manger une demi-part, c'est déjà bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut servir une demi-part en considérant qu'on va réussir à faire ce truc-là. C'est un peu cette dualité qu'il va y avoir entre la personne et son trouble, le trouble cherchant à être validé et la personne cherchant à lutter contre. Et donc, si on ne sert que la moitié de ce qui avait des besoins ou que la moitié de ce qui a été prescrit et que la personne réussit à tout manger, quelque part, le trouble, il dit pourquoi il m'emmerde ? Et donc, il vaut mieux servir de tout, banaliser ce qui se passe au moment du repas, soutenir quand on voit que c'est compliqué sans excès, mais on peut reprendre en fait à la fin du repas pour dire voilà, tu te souviens de tes objectifs, là tu vois que l'objectif il n'est pas atteint, et comment est-ce qu'on peut t'aider encore mieux la prochaine fois pour faire en sorte qu'on se rapproche de l'objectif. Encore une fois, on interroge les besoins. Finalement, on en parlait avec Camille Ringot sur l'autre épisode où on détaille ce que sont les TCA. Et ça permet vraiment aussi d'aller questionner le jeune, en fait. Bien sûr. Savoir ce qu'il ressent. C'est important de se concentrer sur les besoins de chacun et aussi sur les besoins des accompagnants. Parce que quand on est fatigué, quand on est aussi en souffrance parce qu'on voit que son enfant a des difficultés, il faut pouvoir se passer la main d'un parent à l'autre quand les parents sont ensemble. Il faut pouvoir à un moment donné se dire en fait là moi c'est trop compliqué pour moi, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi et puis sortir. Parce que c'est un marathon aussi qu'on demande aux parents dans le cadre d'un soin. Et donc les besoins de chacun sont importants. Et justement, quel est le rôle de la fratrie ? Tu évoques les repas avec les parents. Quand il y a une fratrie, comment ça se passe ? La fratrie, c'est souvent les grands oubliés des prises en charge. C'est des personnes qui sont dans le système, qui souffrent autant que les autres, autant que les parents, mais qui n'ont pas ce rôle d'aidant direct. Alors qu'ils peuvent être extrêmement à la fois utiles dans le cadre du soin, parce qu'ils ont un côté qui est tellement décalé, justement par rapport aux soins, qu'ils peuvent montrer à un parent que ce qu'il est en train de faire, c'est pas top. Qu'ils peuvent aller soutenir aussi la personne qui souffre, tout simplement en lui disant j'ai confiance en toi et tu vas y arriver. Et en fait, la relation étant très différente et le lien qu'il va y avoir, la conflictualité qui est induite par le trouble, par aussi la prise en charge, va être très décalée pour les fratries, et donc ils peuvent tout à fait avoir ce genre de rôle-là. Et il faut aussi les prendre en considération dans le cadre de la souffrance que ressent la famille, parce que parfois, ils vont pas bien à cause de ce qui se passe, ils sont inquiets pour leurs frères, leurs sœurs qui souffrent, et deux, il faut pas les oublier,
Parce que quand on se concentre tous sur une personne qui est en souffrance, on a tendance à mettre les autres aussi un peu de côté, et c'est normal. Enfin, il ne faut pas culpabiliser qui que ce soit non plus, ça reste quelque chose de normal, mais on doit se rappeler aussi qu'il y a d'autres enfants qui sont présents. Et c'est tout le principe aussi de la thérapie systémique familiale. Il faut qu'on s'assure du fait que l'ensemble du système va bien quand la personne sort du trouble. Parce que si on ne se concentre que sur cette personne-là et qu'on guérit cette personne-là, le système n'ayant pas travaillé, il est tout à fait possible qu'il y ait un des autres qui commence à développer des troubles. Waouh, ok. Donc c'est à la fois inquiétant ce que tu dis, et en même temps, je pense que c'est hyper important qu'on prenne note de ça pour ouvrir l'œil aussi sur le comportement de toute la famille, en fait. Tout à fait. Quand il y a des rechutes, justement, comment réagir ? Quand il y a des rechutes, il faut qu'on puisse se dire que ça fait partie du parcours. Ouais. Déjà, il faut distinguer ce qui se passe pendant le soin et les rechutes. Parce que qui dit rechute dit guérison. Le parcours de soins, c'est pas un truc qui est linéaire. C'est un truc qui va plutôt évoluer en allant vers le mieux, mais de manière sinusoïdale. Avec des moments où ça va beaucoup mieux, et puis des moments où on se sent un peu fatigué, où on a plus d'angoisse, où ça va un peu moins bien. Et c'est aussi un des rôles de l'équipe de soins que de se rappeler que dans ces moments de creux où on va un peu moins bien, on est toujours au-dessus du premier moment où ça allait vachement mieux. Ouais. Avec une nutrition, avec une amélioration en fait symptomatique globale, avec une diminution du nombre de crises de boulimie, avec une diminution de l'intensité des crises de boulimie. Et donc, c'est important de ne pas banaliser. Ça reste quelque chose d'important. Ça veut peut-être dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas anticipées, qu'on n'a pas eu l'occasion de travailler. Parfois, c'est juste qu'on est fatigué. Et donc, c'est important de faire la distinction entre ce qui se passe dans le soin, où c'est normal d'avoir des moments où ça va bien et des moments où ça va moins bien, et ce qui se passe une fois qu'on est sorti du trouble, une fois qu'on est guéri, et qu'il y a effectivement une rechute. Et c'est quoi les critères pour une hospitalisation ? Alors, les critères pour une hospitalisation, on les retrouve globalement dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui date de 2010 pour l'anorexie mentale et 2019 pour la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Je ne peux pas tous les citer là parce qu'il y en a énormément, mais ça va être une conjonction d'un certain nombre de facteurs, que ce soit des facteurs biologiques, on l'évoquait tout à l'heure, un bilan qui se perturbe, ça doit venir nous alerter sur l'état de santé de la personne, des éléments autour du poids. Quand on souffre d'une anorexie mentale, par exemple, une dénutrition importante. Alors, pour l'adulte, ça va être défini par un IMC en dessous de 14. Pour l'ado, ça va être défini par un indice de masse corporelle qui est plus bas que la norme par rapport à l'évolution des courbes de poids, de taille et d'IMC. Parce qu'il faut préciser qu'en fait, chez l'ado, c'est comme chez l'enfant, la courbe, elle évolue. Avec Exactement. Le poids et la taille, donc tout évolue. Exactement. Ça va être vraiment la courbe. Et il ne faut pas non plus nécessairement se fixer sur des chiffres, parce que, je vais prendre un exemple un peu bête, mais qui est probablement parlant. Si notre poids de base, il nous amène à un IMC à 22, à 15 ans, on reste dans un poids qui est normal, qui est normal haute, et que à partir de cet IMC à 22, on descend à 18. On reste dans un poids qui est normal, on reste dans une zone d'IMC qui est normale, mais le delta entre les deux est tellement important que ça indique déjà qu'il s'est passé quelque chose qui potentiellement... En fait, de changer de couloir sur ces fameuses courbes, ça doit être un warning, clairement. Ça doit être un warning. Et donc, l'intensité de ce changement de couloir, la rapidité de ce changement de couloir doit alerter et éventuellement indiquer une hospitalisation. En définitive, la décision d'hospitalisation, elle sera prise par l'équipe de soins. Et donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important d'avoir accès à une évaluation générale qui peut indiquer une hospitalisation. Et ça peut se faire sur des critères individuels, mais ça peut aussi se faire sur des critères familiaux. Un épuisement familial avec une famille qui n'arrive plus à se mettre en position de soin pour son enfant, pour son ado, ça doit aussi être un signal d'alarme qui dit, à un moment donné, on va vous laisser respirer aussi. Ils n'ont plus la béquille aussi. Je ne sais pas si c'est le bon terme, du coup, par rapport à ton image de tout à l'heure, mais sans attache, sans soutien familial, c'est très dur quand même à l'âge-là. C'est dur, mais on trouve des soutiens ailleurs. Ouais. Enfin, à partir du moment où on est hospitalisé, on va trouver du soutien dans le groupe de pairs qui est hospitalisé avec nous, dans l'ensemble des soignants qui sont présents à cet endroit-là, et puis dans la mesure du possible, quand c'est adapté, on garde un contact avec la famille. Parfois, c'est aussi adapté de se couper complètement, pour justement que chacun puisse souffler, qu'on puisse mieux se retrouver en travaillant justement chacun aussi de son côté, en se reposant, en reprenant des forces. Et puis, la plupart du temps, même dans le cadre des hospitalisations, la famille reste en contact avec le jeune, et donc on ne perd pas complètement ce contact. Et justement, comment ça se passe, l'hospitalisation ?
le fonctionnement même d'une hospice dans les grandes lignes? Alors, dans les grandes lignes, une hospitalisation, encore une fois, ça va dépendre du type de trouble pour lequel on est hospitalisé, mais dans les grandes lignes, une hospitalisation, on va travailler sur justement, de manière beaucoup plus intensive qu'on le ferait dans le cadre d'une consultation donc en ambulatoire. On va travailler de manière beaucoup plus intensive sur les éléments psychiques qui nous posent problème, donc les fausses croyances alimentaires, les angoisses vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis de certaines catégories d'aliments, la réintroduction de certaines catégories d'aliments, le tout pouvant se faire de manière surveillée, sous l'œil des soignants et en travaillant avec le jeune qui souffre. On va travailler donc sur les abords psychiques, sur les abords nutritionnels. On va travailler, évidemment dans le cadre d'une anorexie mentale, à une renutrition qui amène à une corpulence qui permette d'être en bonne santé et qui est justement définie par les courbes initiales. On va travailler également sur d'autres abords psychiques parce que sur le plan psychologique, on peut se rendre compte régulièrement que certains jeunes ont vécu des situations de harcèlement, certains jeunes ont vécu des situations d'abus, de violence sexuelle et que ça fait partie des éléments qui font partie de la trajectoire de vulnérabilité que vous avez évoquée avec Camille, qui doivent être prises en considération, qui doivent être prises en charge pour permettre à la personne d'aller mieux. Mais on va aussi travailler sur l'estime de soi, on va aussi travailler sur tout un tas d'éléments qui justement sont constitutifs de cette trajectoire de vulnérabilité pour se sortir de ça, non pas en revenant à l'état d'avant, parce que l'état d'avant, c'est l'état dans lequel on est tombé malade, mais en allant mieux, en ayant plus de cordes à son arc pour pouvoir gérer les difficultés qu'on va rencontrer plus tard. Et donc, aller vers ce chemin de la guérison, est-ce qu'on peut réellement guérir d'un trouble des conduites alimentaires? Oui. Oui, c'est un grand oui. Un grand oui. Non, c'est important de l'entendre. Oui, bien sûr. Parce qu'on parlait de guérison au niveau des chiffres, mais à quoi ça ressemble, cette rémission? On peut dire ça après la maladie? Ça ressemble à une vie normale. En fait, ça ressemble à une vie qui est... Alors, une vie normale, c'est pas une vie dans laquelle on est youpla-boum, heureux tout le temps et dans laquelle on s'accepte complètement, pleinement. Non, dans une vie normale, on a des moments de haut, des moments de bas, on a des complexes sur le plan physique, on en a, je pense, tous. Mais l'idée, c'est de retrouver un rapport normal à l'alimentation, de retrouver un rapport normal à son corps, du coup à son activité physique, et puis de retrouver un rapport social aussi normal à l'alimentation. Là où c'est souvent quand même très difficile quand on a des troubles des conduites alimentaires. Il faut dire ce qui est. Ça rompt souvent le social, les restos, tout ça, c'est compliqué quand on a des troubles. Quand on a peur de manger face à d'autres personnes, forcément, ça diminue la sociabilité. Et est-ce qu'on peut prévenir les rechutes ? Globalement, oui, avec justement une renutrition qui est bien conduite, avec un travail sur les abords alimentaires qui est bien conduit, en atteignant justement le statut de guérison, on peut imaginer qu'il n'y ait plus de rechute. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux parents qui seraient sortis de ça, de cette période longue et pénible quand même, pour sortir des TCA? Qu'est-ce qu'ils doivent dire à leurs enfants? Sur quoi ils doivent faire attention justement? Alors, je te remercie de me poser cette question parce que c'est un truc qu'on n'a pas eu le temps d'aborder et qu'on aurait aimé justement aborder dans le cadre de la semaine de sensibilisation de 2025. On entend beaucoup de la part des jeunes qui sont sortis du trouble que leurs parents ils sont devenus complètement freaks avec l'alimentation, que dès qu'ils ont un moment où ils vont un peu moins bien, où ils ont un peu moins faim, ou juste ils n'ont pas faim parce qu'ils sont enfilés un grec au goûter avec les autres ados et que c'est un comportement relativement normal pour des ados, les parents, en fait, ils sont tellement échaudés par ce qui s'est passé qu'ils ont des difficultés à se réajuster, à retrouver aussi justement un certain rapport normal à l'alimentation de leurs jeunes. Donc, ce que je leur dirais, c'est faites-vous confiance, déjà, et faites-leur confiance. Faites confiance à la personne qui s'en est sortie. Si elle vous dit que globalement ça va, c'est que ça va, parce qu'on aura aussi travaillé en amont sur le fait de reconnaître la réapparition de symptômes, et le jeune se rend compte de l'impact que ça a eu. Alors bien sûr, il y a certains jeunes qui vont chercher à rassurer leurs parents, alors que parfois il y a des moments où ils vont pas bien, mais dans la mesure du possible, on aura travaillé le fait de revenir vers les soins si jamais ça va pas, on aura travaillé le fait d'alerter s'ils sentent vraiment que quelque chose revient et commence à vraiment péjorer leur qualité de vie, et faites-vous confiance, parlez. Ouais, j'allais dire ouvrir la parole et dire qu'on est là à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est pas simple et je comprends les parents parce qu'ils doivent vivre quand même malgré tout avec ce stress
quand on a été dans le dur, voilà, que ça revienne pas. Et je pense que d'ouvrir cette parole et puis de reconnaître que ça a été aussi dur, je pense que c'est important aussi de parler de ce qu'on a surmonté, en fait. Reconnaître que c'était une victoire aussi. Donc, Bien sûr. C'est une grande victoire. Du coup, est-ce que je peux enchaîner avec un vrai faux, si t'es d'accord? Allons-y. Il faut forcer un ado à manger, sinon il va se mettre en danger. Faux. Ouais, forcer, c'est pas bon. Un ado peut, à un moment donné, avoir moins faim, et c'est OK, et on n'a pas besoin de le forcer à manger. Si on le force, ça peut d'ailleurs entraîner aussi une focalisation sur l'alimentation qui n'est pas forcément bonne. Exactement. Et concernant l'anorexie, une fois qu'on a retrouvé un poids dans les courbes, le trouble est forcément guéri. Faux. Il faut travailler sur toute cette trajectoire de vulnérabilité qu'on évoquait tout à l'heure. Et si jamais il y a des comorbidités, si jamais il y a d'autres types de troubles, il faut qu'on puisse les prendre en considération et les traiter en même temps. Par trouble, t'entends la dysmorphophobie dont on parle beaucoup, mais il y a d'autres choses. Entre autres, les perturbations d'image corporelle, entre autres, les états de stress post-traumatiques qui peuvent arriver. C'est aux parents de gérer les repas pour les ados, pour les aider d'ailleurs, ou pas? Vrai, c'est aux parents de gérer les repas avec l'aide des soignants, en particulier des diététiciens, diététiciennes, qui vont établir un plan de soins qui doit être respecté et que l'ado ne peut pas gérer seul parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, ses décisions sont teintées de son trouble. Et on dit reprendre le contrôle. J'ai retenu ce terme, c'est important. Là où il y a beaucoup de contrôle, finalement, on désaxe le contrôle. C'est les parents qui prennent le contrôle. C'est ça. En fait, il faut vraiment voir les troubles des conduites alimentaires comme une perte de contrôle sur le contrôle. Et donc, pour que ça puisse redevenir normal, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui reprenne un contrôle qui soit adapté. Adapté et sain. Un ado qui refuse de se soigner, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Toujours. Ça peut arriver, tout à fait. Un ado qui refuse de soigner, alors il y en a qui ne veulent pas, il y en a clairement qui nous disent qu'ils n'ont pas envie d'être là et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on vient les embêter, mais il y en a aussi beaucoup qui ne se rendent pas compte. Le déni est constitutif des troubles. Merci beaucoup Hugo pour tes mots. Je pense que ça a dû soulever beaucoup d'émotions aux gens qui nous écoutent. C'est pas toujours des sujets simples, mais tu as su... je trouve rassurer et ramener beaucoup de bienveillance sur ce sujet qui n'est pas forcément simple. Où est-ce qu'on peut trouver ton travail ? Alors, on peut trouver mon travail de vulgarisation sur les réseaux sociaux sous le sobriquet de Dr Mentali, sur YouTube, sur Instagram, un petit peu sur TikTok, mais je poste pas autant parce que j'ai pas encore très bien compris l'algorithme. Et globalement, sinon, je travaille à la Fondation Santé des étudiants de France et de manière plus institutionnelle, je travaille aussi avec le réseau TCA francilien et la Fédération française anorexie boulimie. Donc, se rendre sur ces sites que je mettrai en commentaire. Si vous cherchez des infos, j'imagine que c'est des pépites. Il faut aller voir tout ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des étoiles pour faire voyager cet épisode que je trouve vraiment génial et très porteur. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à lui laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour qu'il voyage davantage. Retrouvez-moi sur Le Cœur Net, posez vos questions, partagez votre expérience et échangez avec une communauté franchement bienveillante. Et si vous voulez du concret, du précis, du vraiment utile au quotidien, inscrivez-vous à ma newsletter santé dans les notes de cet épisode. Au programme, des tips, des docs, des recommandations médicales et psy pour vous éclairer et surtout vous aider vraiment.